Mais dans la capitale somalienne, ou plutôt dans ce qu'il en reste. L'image que vous allez apercevoir tout de suite est celle d'un missile américain de type Tomahawk. Le missile s'écrase dans un quartier de Bagdad. C'était ce matin sous les yeux de notre envoyé spécial. Françoise Joly est dans la capitale irakienne depuis 24 heures. Vous verrez son reportage dans quelques minutes. Elle vous décrira ce qu'elle a vu aujourd'hui, ce matin, sous contrôle évidemment des autorités irakiennes. L'actualité au 16e jour de la guerre du Golfe, c'est encore une situation confuse dans la région de Ravji. Apparemment, on s'est battu toute la journée au nord de l'agglomération. Les Américains affirment qu'ils ont fait 500 prisonniers. Radio Bagdad a annoncé tout à l'heure que les troupes irakiennes s'étaient repliées sur leur base. L'Irak qui prépare activement une attaque terrestre de grande envergure. 4 brigades blindées mécanisées se dirigeraient actuellement vers la frontière d'Arabie Saoudite. L'aviation alliée a immédiatement réagi en réalisant plus de 300 sorties aériennes. Nous allons tout de suite faire le point en compagnie de nos envoyés spéciaux. Commençons donc par la situation à Ravji, cette petite ville d'Arabie Saoudite qui est située, vous le savez, à une douzaine de kilomètres seulement de la frontière koweïtienne. Hier, les Alliés affirmaient que l'opération de Ravji n'était qu'une petite intrusion irakienne et que tout était rentré dans l'ordre. Bagdad avait immédiatement démenti l'information. Aujourd'hui, on a encore assisté à quelques accrochages. Témoin de ce reportage de Marcel Treillat, Dominique Derda, Jean-Jacques Le Garec et Jean Corneille. Même les gardes-frontières ont pris leur distance depuis quelque temps. La frontière, ils préfèrent la contempler de loin, depuis le sud de Ravji, à une vingtaine de kilomètres du Koweït. Ravji, où une brigade de l'armée irakienne, 3 à 4 000 hommes environ, tient en haleine depuis 2 jours les forces de la coalition. Ils sont cuits. Dehors. On les a jetés dehors, les Irakiens. Fini? Oui, terminé. Avec les Saoudiens, ce sont les combattants qataris qui ont encaissé le principal choc de la première offensive terrestre irakienne. Encore tout engourdis par une nuit sur le qui-vive dans le froid du désert, et nous ont accueillis au petit jour autour de leur feu de camp improvisé, alors que la police militaire saoudienne venait tout juste de nous refouler un peu plus au nord, à 6h30 heure locale. Eux aussi, ils sont optimistes sur l'issue de la bataille de Ravji. Pourtant, tout autour de nous, le désert s'anime lui aussi peu à peu, comme pour une nouvelle contre-offensive. Quelques minutes plus tard, avec leurs blindés légers, leurs ambulances et leurs automitrailleuses, les combattants remontent vers Ravji, où nous glissons dans la colonne et parvenons cette fois à franchir le barrage. Les policiers militaires saoudiens ne nous rattraperont qu'à l'entrée de la ville, dont on aperçoit les premiers bâtiments. Avant d'être refoulés, cette fois très violemment, nous sommes pris dans le balai des blindés qui montent à l'assaut, tandis que les canonnades des artilleurs américains retentissent à nouveau. Dans la ville toute proche, quelques francs-tireurs irakiens isolés mènent encore un combat d'arrière-garde désespéré. Au cours de la journée, les Alliés reprendront complètement le contrôle de la ville. Les Irakiens auraient laissé sur le terrain environ 300 morts et 500 prisonniers. Hier matin, nos confrères de TF1 ont pu en approcher quelques-uns, tous blessés et recueillis par une ambulance saoudienne. Profitant de la confusion, un officier égyptien nous a fait furtivement ses confidences. Comment, nous a-t-il dit, les Saoudiens et les Américains ont-ils pu laisser la ville de Ravji sans défense et permettre ainsi aux Irakiens, en pénétrant à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur du territoire saoudien, de remporter en tout cas une victoire psychologique. À une soixantaine de kilomètres plus à l'ouest, une colonne d'environ 1 millier de blindés irakiens, s'étirant sur 17 kilomètres, se préparait elle aussi à franchir la frontière. Elle aurait été pilonnée toute la journée par les B-52 et démantelée, et l'on ne s'attend plus dans l'immédiat à autre chose que des escarmouches. Merci Marcel Treillat. Coup de chapeau également à Claude Galland, à Jean Sarrazin, à Guy Chevalier, Michel Pellerin. Ce sont les techniciens d'Antenne 2 qui sont sur le terrain en Arabie Saoudite et qui travaillent quotidiennement avec Marcel Treillat et Dominique Derda, deux de nos envoyés spéciaux. Nous referons un nouveau point sur Ravji et sur la nouvelle offensive irakienne dans quelques instants. Avant cela, voici donc une autre image forte sur le terrain. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en mesure de voir et de vous montrer le premier reportage tourné à Bagdad. Notre consoeur Françoise Joly est la seule journaliste d'une télévision française actuellement en Irak. Françoise travaille sous contrôle irakien, nous vous le répéterons à chaque fois, mais son récit et les images qu'elle nous envoie nous donnent une idée et une certaine idée de la vie quotidienne à Bagdad. Regardez, c'était ce matin en Irak.
C'est ici, dans la banlieue ouest de Bagdad, à Abu Ghraib, que nous ont emmené ce matin les autorités irakiennes pour constater la destruction de cette usine. Une usine, nous ont-ils dit, qui produisait du lait en poudre et qui aurait été bombardée le 21 et 22 janvier. Et au moment où je vous parle, un missile passe au-dessus de nos têtes. Et les batteries antiaériennes irakiennes ripostent. Il est exactement 11 heures. En l'espace de 10 minutes, 6 missiles Tomahawk sont passés à 150 mètres au-dessus de nos têtes. Tous ont la même trajectoire. À ce moment-là, nous quittons cette zone industrielle pour nous rendre dans un hôpital, celui de Yamouk, toujours situé dans la banlieue ouest de Bagdad. Les premiers blessés arrivent, des enfants, l'un d'eux touché par un éclat à la jambe. Une femme, commotionnée, blessée à la tête. 8 personnes seront hospitalisées ici, plus ou moins gravement atteintes. 2 missiles sont tombés sur le quartier chrétien de Bagdad. Une maison est en ruine, touchée de plein fouet. Les habitants fouillent les décombres et extraient des morceaux de missiles. This is another part. Toutes les vitres des immeubles voisins sont soufflées par l'explosion. Une femme serait morte dans cette attaque. Un peu plus loin, à 600 mètres de l'ambassade américaine, l'impact du deuxième missile. Un cratère de 5-6 mètres de diamètre. Une maison, elle aussi, très endommagée. Impossible de savoir ce qu'ont frappé les 4 autres Tomahawk, mais d'épaisses fumées noires se dégagent à l'horizon. La population reste calme, seule manifestation de colère, celle de cette femme qui nous criera ces quelques mots. All of you are, and the press as well. You take it like a game. This is not a game. Those are human lives. Vous êtes tous responsables. Est-ce que c'est ça la civilisation de l'Ouest? Tout ça pour du pétrole, comme si nous étions des peaux rouges, nous sommes des êtres humains. Ce soir, il n'y a pas eu pour l'instant de nouvelle alerte sur Bagdad. I suppose you are happy with your story now. Now you are happy. You have a story for your people who are sitting. This is a story. This is a result. Image forte, vous l'avez compris, c'était ce matin au cœur de Bagdad. Retour en Arabie Saoudite, la bataille de Rafji est à peine terminée que de nouvelles unités irakiennes menacent directement le pays. Tout au long de la journée, les armées alliées ont bombardé des centaines de chars irakiens qui se dirigeaient vers la frontière. Si l'on en croit le Pentagone, la colonne de blindés atteignait près de 20 km de long. Il y avait là entre 800 et 1000 chars irakiens. Mouvement de troupes et réaction, commenté par Hervé Brusini et Philippe Dumez. La bataille de Rafji laissait apparaître ses premiers vestiges. Au même moment, hier soir, les forces de la coalition redoutaient une nouvelle offensive irakienne. À 100 km de là, dans la zone d'Oum Houjoul et Wafra, les militaires alliés observaient une importante concentration de blindés. Plusieurs colonnes se dirigeaient vers la frontière. Des officiers de l'US Air Force parlaient de 800 à 1000 véhicules, un déploiement de 65 000 hommes. En fait, information du temps de guerre oblige. Tout cela reste encore pour l'instant une énigme. Ceci demande une confirmation et les états-majors aujourd'hui, bien sûr, veillent à tout vérifier, mais il n'est pas évident que sur un champ de bataille où il y a beaucoup de fumée, beaucoup de... suite aux différents engagements et aux différents bombardements, il soit facile de dénombrer tout cela. Des bombardements auraient donc bien eu lieu, assurés par les B-52 américains. Technique du tapis de bombe, engin à guidage laser, un avion balayait une surface de 700 mètres de large sur 2 km de long. Les Irakiens étaient, dit-on, déployés sur 17 km. La flotte aérienne venait d'Espagne. La Brute, elle aussi, serait entrée en scène. C'est ainsi qu'on surnomme cet appareil. 8 tonnes d'armement, un canon de 30 mm, avec 3000 obus à la minute, un déluge de feu. Les hélicoptères Combra complétaient l'armada, mais voilà, sur cette mystérieuse colonne irakienne, quel fut le résultat des opérations aériennes de la coalition, nul ne le sait. Les experts militaires américains affirment que toute sortie massive des Irakiens est une chance de leur infliger des coups significatifs et de déclarer qu'à Rafji, 500 soldats de Saddam Hussein ont été faits prisonniers.
Les voici. Le bilan des pertes serait très lourd, mais là encore, aucun chiffre précis n'a été donné. Vous avez pu remarquer que volontairement, nous n'avons pas montré le visage des prisonniers irakiens. Je vous rappelle que la Convention de Genève, signée après la Seconde Guerre mondiale, interdit de porter atteinte à la dignité des prisonniers de guerre. Autre commentaire, côté français, celui-là. Le général Schmitt, qui est le chef d'état-major des forces françaises, est actuellement dans le Golfe à Riyad. Il est intervenu tout à l'heure pour analyser l'offensive irakienne sur la ville de Rafji. Je vous propose de l'écouter. Alors, ce qui s'est passé hier, je pense que ça dénote justement l'impatience du commandement adverse, peut-être une certaine anxiété, et alors il essaye de faire quelque chose pour montrer qu'il est capable de faire quelque chose avant d'avoir encore reçu quelques tonnes de bombes. Je pense que c'est ça. Mais c'est militairement peu significatif. Pour faire un nouveau point, nous allons tout de suite retrouver Philippe Arroir à Riyad. Comme chaque jour, Philippe a suivi le briefing américain. Apparemment, les Alliés ont donc lancé 300 missions de bombardement sur les chars irakiens. À première vue, les Américains comprennent mal la stratégie irakienne. Philippe Arroir à Riyad. Le commandant en chef des forces saoudiennes parle de la bataille de Rafji comme d'une mission suicide irakienne. Le commandement américain dit que cela n'a aucun sens militairement. Les Irakiens ont subi une très lourde défaite, 300 morts, 500 prisonniers de guerre, beaucoup de matériel saisi. De même que les mouvements de chars le long de la frontière n'ont aucun sens militairement à partir du moment où ils sont pilonnés constamment jour et nuit par l'aviation alliée. Car n'oublions pas que les Alliés ont la suprématie aérienne. Alors que veut faire Saddam Hussein? Sans doute veut-il harceler les Alliés pour les obliger à commencer une attaque terrestre avant que tout son potentiel militaire ne soit détruit, les communications, le commandement, les ponts, etc. Peut-être Saddam Hussein veut-il aussi montrer au monde entier et aux masses arabes qui le suivent qu'il ne reste pas les bras croisés pendant que son pays est pilonné par l'aviation alliée. Cela dit, cela ne marche pas, car le commandement américain a bien fait savoir que la phase aérienne continue et que la phase terrestre sera pour plus tard. Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur la stratégie irakienne. Depuis 48 heures, Saddam Hussein avance des pions sur l'échiquier militaire. Rafji, on s'en est aperçu, n'était sans doute que le prélude à une grande attaque. Le but des Irakiens est évidemment, et Philippe le disait à l'instant, de précipiter les combats terrestres auxquels ils sont particulièrement bien préparés. La stratégie irakienne, analysée par Didier Eppelbaum. Ce sourire veut marquer une date dans la biographie de Saddam Hussein, celle de la victoire de Rafji proclamée à Bagdad. Entouré de son état-major, le leader irakien montre qu'il ne cherche pas seulement à gagner du temps, mais qu'il mène une stratégie de victoire. Il est convaincu depuis le début que s'il arrive à faire monter les enchères suffisamment haut, en termes notamment de vie humaine américaine, ou française, ou britannique, alors le consensus de la coalition s'arrêtera. Il y a cela, et il y a deuxièmement une autre partie qui consiste à embraser, à essayer d'embraser et de déstabiliser le monde arabe. Prendre l'initiative, ça sert à ces deux choses. À Amman, la sortie des mosquées s'est vite transformée aujourd'hui en manifestation pro-Saddam Hussein. La Jordanie est le maillon le plus faible des pays arabes non impliqués dans le conflit, mais malgré les dernières initiatives irakiennes, les prises de position du début de la guerre restent les mêmes, comme dans tous les pays arabes. Il y a des gens qui croient qu'il a eu raison, et il y a, je crois, beaucoup de gens qui pensent qu'il a eu tort d'envahir le Koweït, mais qu'il est puni très au-delà de ce que cette action, toute condamnable qu'elle est, nécessitait. En Turquie, pays musulman mais non arabe, qui fait partie de l'OTAN et de la coalition, Istanbul a connu aujourd'hui sa deuxième manifestation anti-américaine et anti-israélienne près de l'université. Mais ici, l'opposition est encore très minoritaire. Aux États-Unis, George Bush a répété aujourd'hui que son pays était vraiment sur la voie de la victoire. Devant plusieurs milliers de soldats et leurs familles, le président américain a exalté le courage des Marines avant d'ajouter, je cite, « Nous gagnerons face à la tyrannie irakienne, même si de nouveaux sacrifices sont nécessaires ». Au même moment, les Américains méditent sur d'autres témoignages, ceux des familles des premières victimes de la guerre du Golfe. À Washington, une correspondance de Jacques Abouchard. Âgé de 23 ans, le caporal Stephen Benzlin a été tué au combat dans un véhicule blindé pulvérisé par une bombe
en même temps que 10 autres Marines américains. Lorsque j'ai entendu la nouvelle, dit sa mère, j'ai regretté que l'on ne donne pas son nom. Mon fils était un soldat, bien sûr, mais avant tout, c'était un être humain. Les 11 étaient engagés dans un accrochage près de la ville koweïtienne d'Al-Wafra. Ils ont peut-être été les victimes d'un missile de l'aviation américaine. Le commandement américain a ouvert une enquête à la suite des commentaires de la presse sur cette affaire. La possibilité que nos hommes aient été atteints par un tir ami, c'est un risque qui existe, a d'ailleurs reconnu le général Kelly, responsable des opérations au Pentagone. Acclamé ce matin par des Marines et leurs familles sur une base de Caroline du Nord, George Bush n'a pas évoqué l'incident. J'ai pleinement confiance, a-t-il dit, que nous mettrons fin au cauchemar de l'occupation irakienne du Koweït et que ce pays redeviendra libre. Face à la tyrannie irakienne, encore dit le président, les États-Unis devront consentir d'autres sacrifices. Et il a ajouté, nous sommes sur la bonne voie, nous progressons conformément à notre calendrier et jour après jour, nuit après nuit, les capacités de l'Irak à mener une guerre sont détruites par les forces de la coalition. Revenons maintenant au 16e jour de la guerre du Golfe. Chaque soir, vous le savez, nous essayons de vous montrer les à-côtés et les conséquences directes du conflit. La chronique de guerre, qui est commentée ce soir par Jean-Pierre Métivet et Florence Mavic, commence par des images qui semblent presque irréelles. Regardez. Le comique troupier, une façon de tromper l'angoisse de l'attente, celle qui précède la montée au front. La fanfare de la première division blindée américaine y met tout son cœur, pour amuser les copains, mais aussi pour exorciser sa propre peur. Je n'ai jamais ressenti cela. Un matin, je vais me réveiller et me retrouver là-bas. Il ne va plus rien y avoir de ce que je connais. Au front, je n'aurai plus mon instrument, il va y avoir un vide. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Combattre? Oui. Vous avez peur? Oui. Entre deux partitions, ces saxophonistes ont pour mission de garder l'entrée du quartier général de leur division. Dans quelques jours, on va ranger pour de bon tous les instruments, sauf le clairon, qui suivra les soldats. J'essaie de penser à ce que je vais faire, à la musique, aux filles. Je rêvasse, mais c'est difficile de me pas passer à la guerre. Ils ont vu leurs camarades grimper dans ces véhicules blindés et rouler vers la frontière du Koweït, là où ont lieu les offensives irakiennes. C'est peut-être deux véhicules identiques à ceux-là qui se sont trompés de route hier. L'un des conducteurs était une femme. Selon les Irakiens, elle serait prisonnière. Les femmes sont nombreuses à servir dans l'armée américaine. La loi interdit formellement qu'elles participent directement au combat. Mais sur le terrain, la démarcation entre postes avancés et lignes arrière est souvent bien mince. Les femmes sont déjà au combat. Il ne faut pas jouer sur les mots. Il y a déjà 28 000 femmes ici. Et elles font toutes sortes de choses. C'est un fait. Les femmes servent dans des unités de soutien. Ces unités sont derrière les unités de combat et se retrouvent très très près du front. Pourtant, la perspective de la mort de femmes soldats risquerait de remettre en question leur participation dans l'opération Tempête du désert. Une nouvelle prévision sur la durée de la guerre, celle du président égyptien Hosni Moubarak. Il juge qu'elle ne prendra pas plus d'un mois. Son sentiment sur le président irakien Saddam Hussein, il la livre aussi dans cette interview. Est-il brillant? Oui, très brillant. Vous l'aimiez bien? Je lui ai rendu visite plusieurs fois, mais j'ai été très prudent. J'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Les forces alliées multiplient les raids aériens contre les villes du sud-est de l'Irak. Les Jaguars britanniques ont pilonné toute la journée les troupes et l'artillerie irakienne au Koweït. Hier, ils avaient dans leur viseur des navires poseurs de mines, comme celui-ci. À la frontière jordanienne, sous un ciel d'encre, des réfugiés qui viennent d'Irak. Ils sont pakistanais, sri-lankais.
Les Irakiens, eux, ne peuvent plus sortir du pays sans laisser passer. On s'entasse, on manque de tout. Loin du fracas des armes, certains veulent continuer à mener une vie paisible. Ce sont les Bédouins. Ils sont descendus jusqu'au centre de l'Arabie Saoudite, là où il n'y a pas encore la guerre. Hier, c'était le marché aux chameaux. Une belle bête se vend dans les 10 000 francs. La nuit, les Bédouins voient parfois les scuds filer dans le ciel. Mais il en faut davantage pour troubler ces éternels voyageurs. Retour à l'actualité. Bref, retour à l'actualité. Nous recevons à l'instant même les dernières images de la ville de Rafji, qui est désormais, je vous le rappelle, sous le contrôle des forces alliées. Commentaire de l'un de nos envoyés spéciaux, c'est Pascal Guimier. Tout de suite les images. Rue par rue, immeuble par immeuble et maison par maison, ils ont fini par nettoyer la ville. Rafji ce soir est libérée, reconquise par l'armée du royaume saoudien. Seuls quelques francs-tireurs embusqués peuvent encore rappeler qu'ici a eu lieu le premier engagement terrestre du conflit. 36 heures de combats rapprochés, combats violents dont ne peuvent plus témoigner que quelques vestiges. Troupes saoudiennes, blindées du Qatar en première ligne, artillerie américaine et hélicoptères Cobra en soutien, face à face, depuis la nuit de mardi à mercredi, avec 3 ou 4 000 Irakiens. Ce sont eux qui ont subi les plus lourdes pertes. Blindés calcinés, véhicules de transport pulvérisés, 300 morts, 500 prisonniers. Saddam Hussein ce soir connaît sa première défaite. Une défaite militaire, mais une demi-victoire psychologique. L'Irakien a prouvé qu'il pouvait surprendre tous les alliés en prenant l'offensive, en portant le fer sur la terre saoudienne. Mais Saddam Hussein n'a pas entraîné pour autant les coalisés sur le terrain qui lui est le plus favorable. Il n'a pas réussi à déclencher pour de bon la guerre qu'il recherche, la guerre terrestre. La bataille de Rafji, on le sait maintenant, n'était qu'un macabre prélude. Sur le terrain, on l'a appris aujourd'hui, la France va renforcer son dispositif naval. On l'a appris tout à l'heure, un groupe de chasseurs de mines va partir donc pour la mer Rouge dès lundi prochain. L'un des 2 porte-avions français, le Clémenceau, partira lui aussi pour une mission en Méditerranée occidentale. A noter encore que l'aviation française a mené 2 nouveaux raids aujourd'hui en Irak. Ces raids visaient la garde républicaine qui est, vous le savez, le corps d'élite de l'armée irakienne. Depuis le début de la guerre, les avions français ont réalisé plus de 300 missions. Pour l'instant, donc, aucune troupe terrestre n'a participé au combat. Grâce à nos envoyés spéciaux, nous avons rendez-vous ce soir avec les légionnaires du régiment de cavalerie. En cas de nouvelle attaque irakienne, plus à l'ouest du pays, ils seraient en première ligne. Reportage de Laurent Boussier. L'attente, la vigilance. Dans cette position, une des plus avancées du dispositif français en Arabie Saoudite, des légionnaires fouillent le désert à la recherche du moindre indice. Ici, nous sommes tout près de la frontière irakienne, mais dans cette partie du pays, il n'y a pas encore eu de combat. Dans le désert, les nouvelles vont vite, alors les échos de la bataille, qui se déroule plus à l'est, arrivent aux oreilles des soldats. Les légionnaires aujourd'hui, ils pensent que c'est une bonne chose et on commence à s'engager dans le combat, quoi. Et on attend le moment. À quelques jours de ce premier engagement, les plus jeunes, ceux majoritaires pour qui cette expérience sera nouvelle, écoutent leurs anciens, ceux qui ont connu la guerre. Bon, on est un peu inquiet. Moi, je pense que, comme je suis passé moi, les premiers coups de feu qui sont partis, tout le monde il se met dans le bain et il n'y a aucun problème. En attendant ce jour, les chars du 1er régiment étranger de cavalerie patrouillent dans le désert pour assurer la sécurité de la division. Une manière aussi d'occuper l'esprit de ces hommes qui seront certainement les premiers Français à se battre en cas d'opération terrestre. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, j'ai envie de ramener tout le monde. Je ne suis pas un imbécile prêt à me précipiter sur n'importe quel canon. Hein. Aujourd'hui encore, le secteur est resté calme. Pour les légionnaires qui vivent dans ce désert depuis plus de 4 mois, l'attente se poursuit. Sachez encore que les B-52 américains, les bombardiers basés en Grande-Bretagne, devraient intervenir dans les heures qui viennent en Irak et au Koweït. Les Américains viennent de transmettre à la France une demande d'autorisation de survol de son territoire.
Pour l'instant, pas de réponse à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu cet après-midi à Paris. La question a sans doute été abordée longuement à Londres au cours de l'entretien entre Pierre Jox et son homologue britannique, Tom King. Le secrétaire britannique à la Défense s'est félicité, je cite, de la contribution substantielle de la France dans la guerre du Golfe. Une déclaration encore, c'était tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Roland Dumas a dit que toute recherche d'une trêve dans la guerre du Golfe était vouée à l'échec tant que l'Irak n'aura pas évacué définitivement le Koweït. Nous vous le disions dès hier soir, Téhéran est le théâtre d'une intense activité diplomatique autour de la guerre du Golfe. Pour la première fois depuis le début du conflit, une délégation irakienne est en Iran. Elle est porteuse, dit-on, d'un message de Saddam Hussein. La présence à Téhéran du secrétaire général du Quai d'Orsay suscite elle aussi quelques commentaires, mais Paris a immédiatement fait savoir qu'une rencontre avec la délégation irakienne était totalement exclue. Ce chassé-croisé diplomatique est d'autant plus intrigant qu'il coïncide avec l'arrivée massive des avions militaires irakiens. Une centaine d'avions auraient trouvé refuge en Iran depuis quelques jours. Nicolas Jacobs, explication. Un véritable chassé-croisé dans le bureau d'Ali Velayati, le ministre iranien des Affaires étrangères. Rencontre avec le vice-premier ministre irakien Sadoun Hamadi, puis avec des Yéménites, auquel a succédé l'Algérien Ghozali, puis enfin François Cher, secrétaire général du Quai d'Orsay. Au même moment donc se sont retrouvés à Téhéran deux pays belligérants, l'Irak et la France, le Yémen, allié à Bagdad, et l'Algérie qui veut jouer un rôle de médiateur. Alors y a-t-il eu rencontre et discussion sur une éventuelle initiative de paix? Sûrement pas, dit-on du côté français. La France a très clairement répété à plusieurs reprises qu'aussi longtemps qu'un signal positif et évident de l'Irak ne serait pas perçu, qui montre que Bagdad souhaite mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies, aussi longtemps que ceci serait le cas, il n'y aurait pas de négociation. Téhéran focalise aujourd'hui l'attention des diplomates. L'Irak essaye de l'entraîner dans son camp, les alliés s'interrogent sur sa neutralité. Ali Velayati, le ministre iranien des Affaires étrangères, essaye de lever toute ambiguïté. Nous avons condamné l'invasion du Koweït dès le début, a-t-il rappelé hier, en précisant, quant aux avions irakiens réfugiés en Iran, qu'il n'y a jamais eu d'accord à ce sujet entre les deux pays. Oui, je l'apprends à l'instant même. M. Velayati et M. Ghozali, qui est le ministre algérien des Affaires étrangères, appellent à l'arrêt immédiat de la guerre. La guerre du Golfe, on en parle également à Rimini, sur la côte adriatique italienne, où le Parti communiste italien tient un congrès qui constitue un véritable tournant historique. Symboliquement, le mot communiste ne fait plus partie du vocabulaire. Quant à la faucille et au marteau, ils ne sont plus que de petits accessoires. Le PC change. Reportage de notre correspondant Jean-Louis Le Seine.